Bonjour à tous et à toutes, nous nous retrouvons ici pour l'école de massage à fleur de peau. Joël Castanet qui vous parle, professeur d'anatomie en ce temps de Covid où la pratique de la massothérapie est un peu difficile puisque, je vous le rappelle, nous devons respecter 2 mètres de distance entre chaque personne, ce qui rend le massage difficile, vous serez d'accord avec moi. C'est le temps peut-être idéal de réviser un peu ces grands classiques, et parmi ces grands classiques, il y a le grand classique absolu, qui est évidemment le cours d'anatomie. Ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, en ces quelques minutes, c'est une méthodologie de recherche en anatomie. Parce que si on veut réviser l'anatomie, si par exemple on veut réviser les muscles, eh bien on s'aperçoit très vite que c'est rébarbatif parce qu'au bout du 10e muscle, tout le monde s'ennuie. Alors, à l'école de massage à fleur de peau, nous avons mis au point une technique d'enseignement dérivée des universités françaises et nous vous avons appris l'anatomie sous le biais de cinésiologie. Donc, je remercie à cet effet notre chère directrice Sylvie Querido de m'avoir confié ce cours, entre autres. Alors, cinésiologie, c'est ce que l'on va appeler, cinèse, vous avez le mouvement, et logie, c'est la logique. Donc cinésiologie, c'est la logique du mouvement. Dans cette logique du mouvement, on va apprendre l'anatomie, mais au lieu de l'apprendre comme une suite d'éléments indépendants qu'après on va regrouper, on va dès à présent l'apprendre de façon connectée, c'est-à-dire en suivant un fil logique. Alors, avant de suivre ce fil logique, j'aimerais vous rappeler succinctement comment on peut apprendre l'anatomie. Chacun de vous, vous venez d'écoles différentes, de milieux différents, vous l'avez appris de façon différente et c'est très correct. Donc, il y a plusieurs façons, plusieurs moyens de réviser. Il y a des moyens que je trouve très difficile. Par exemple, si je prends ce livre-là d'anatomie, ça pourrait être n'importe quel livre d'anatomie, c'est des livres qui se caractérisent par avoir certes de belles images, mais un texte qui est très touffu. Alors pour lire ce genre de livre, il faut avoir déjà une connaissance, et une connaissance bien à jour. Parce que là aussi, au bout d'un moment que vous lisez quelque chose qui s'apparente à l'anatomie du genou, il y a trop d'informations. Donc, selon moi, ce n'est pas la bonne façon pour faire une révision. Maintenant, si vous êtes arrivé à un certain niveau d'anatomie, si vous avez complété votre mineur, ce sont d'excellents livres parce qu'ils vont vous permettre de rentrer dans des détails que les cours de base n'avaient pas donnés. Une autre façon de faire et d'apprendre l'anatomie, ce serait de prendre l'anatomie à colorier. Donc, c'est très intéressant. Nous avons toute une série de muscles. Et pour certains, le fait de colorier permet de mettre de la couleur et de mettre leur attention sur des détails. Pour d'autres, comme pour moi, ça ressemble plus à une méthode d'auto-hypnose. C'est-à-dire que quand je me mets à colorier, au bout d'un moment, mon esprit est parti. Je ne dis pas que c'est une mauvaise technique, je dis que c'est une technique possible. Si vous êtes très visuel, ça peut être la technique idéale. Et en ce cas-là, ne changez pas de technique, faites-le. Je peux aussi regarder des livres d'anatomie humaine, par exemple, Anatomie humaine pour les artistes. Ce type de livre est très intéressant parce qu'il démontre l'anatomie d'une façon plus artistique. Alors, nous avons des beaux schémas très précis avec des points. Donc, pour ceux qui ont l'âme artistique, je pense que cela leur parlera beaucoup plus que d'autres types de livres. C'est aussi une façon de faire. Il y a une façon de faire qui se rapproche un peu plus de ce que j'aime, c'est ce livre de Anatomie pour le mouvement qui est un peu mon livre de référence quand j'enseigne. L'intérêt de ce livre, c'est qu'il y a certes, comme on peut le voir, du texte et des images, mais comme vous le voyez, il n'y a pas énormément de texte. Et l'idée, c'est que si je comprends l'image que je vois, je serai capable de retranscrire le texte. Donc cette forme-là est à l'opposé de la forme numéro 1 que je vous avais présentée brièvement, puisqu'il y a très peu de texte, et c'est par l'image que je retrouve le texte. Donc je pense que ça c'est mieux à même
pour des massothérapeutes que des éditions qui sont un peu plus fournies. Donc voilà, en gros, quelles sont les différentes techniques. Évidemment, il y a la technique que j'appellerais la technique des mantras, où je peux me mettre à réciter, je deviens un récitant, je peux me mettre à réciter l'anatomie. Donc là aussi, je ne sais pas si c'est efficace, mais vous l'avez bien compris, ce que je vous montre dans ce court extrait, c'est définissez la façon qui est la plus parlante pour vous-même. Évidemment, pour votre mémoire, en général, ce qui est plus parlant, c'est de retourner sur les documents que vous avez eus quand vous avez suivi l'enseignement. Parce que votre mémoire a travaillé ces documents et ils sont à même d'être ceux qui vont le mieux répondre à votre facilité de révision. Donc aujourd'hui, nous voyons plus spécialement donc l'anatomie sous le signe de la cinésiologie. Je mets ici à côté de vous cette petite image qui sera incrustée dans le texte un peu plus tard, dans la vidéo. Donc cette image-là, c'est pour nous rappeler le principe de cinésiologie. Évidemment, dans le corps humain, tout est important. Il serait absurde de dire que les muscles sont plus importants que les os, que les articulations, que les muscles sont plus importants que les nerfs. Mais en massothérapie, notre porte d'entrée, si je puis dire, c'est notre action musculaire. Alors cette action musculaire, on peut la voir, comme je l'ai dit, en se révisant les muscles. Mais par exemple, si je vous dis, tiens, nous allons maintenant essayer de dresser la liste comme ça des muscles qui mobilisent la hanche. La coxo-fémorale, par exemple. Je prends coxo-fémorale, je pourrais prendre n'importe quelle articulation. Alors évidemment, j'ai des noms de muscles qui me viennent, comme grand fessier, comme psoas, comme pelvis trochanterien. Mais une fois que j'aurai donné cette liste, est-ce que je suis tout à fait certain que je n'en ai pas oublié? Et surtout, est-ce que je suis tout à fait certain que j'ai cité les principaux muscles? C'est là un des écueils le plus important que rencontrent les étudiants et que nous rencontrons tous dans notre pratique, c'est qu'à un moment donné, notre mémoire sélective a ses petits amis. Je sais que moi j'aime bien le moyen fessier pour différentes raisons, et donc celui-là je ne l'oublierai jamais, tandis qu'il y en a d'autres, bon, que j'aime un peu moins et que j'oublierai peut-être. Alors, le principe de cinésiologie, c'est là qu'il est très fort. La cinésiologie nous rappelle que quand on va en architecture, qu'on voit des édifices qui sont construits, les architectes, paix à leur âme, n'ont pas inventé les notions d'équilibre. Ils se sont beaucoup basés, Léonard de Vinci le premier, si on peut considérer que c'était un des pères de l'architecture à sa façon, il a observé le corps, et en observant le corps, en observant la façon dont il était construit, il a déduit beaucoup de choses. Donc quand je vois le corps, pour aller de façon très schématique, pour rester sur ce qui nous intéresse, il y a les muscles, on l'a dit, mais il y a les os. Et plus particulièrement dans les os, j'aimerais attirer votre attention sur les articulations. Et les articulations, c'est elles qui vont faire que notre squelette va pouvoir bouger. Notre squelette, si je reprends l'exemple d'un gratte-ciel, c'est tout ce système de poutres métalliques, mais là nous avons la chance, l'amélioration, de pouvoir bouger grâce à nos articulations. Alors pourquoi passer par les articulations pour aller se rappeler notre finalité, c'est-à-dire réviser les muscles? Pour une raison très simple, c'est que contrairement à une idée reçue qui n'est pas fausse, mais qui est un peu caricaturale, ce ne sont pas les muscles qui décident du mouvement, ce ne sont pas les muscles qui font les mouvements. Et les muscles vont faire les mouvements à condition qu'un certain nombre de critères soient remplis. Le critère numéro 1, comme je l'ai dit, il n'y a pas de critère numéro 1 absolu, puisque si vous n'avez pas de système neurologique, tous les autres critères vont tomber à plat. Mais si nous restons un peu plus centrés dans notre contexte musculaire, nous considérons un patient qui est 100, ou un client qui est 100% normal, donc il n'a aucune limitation. Hein, on ne parle pas ici de pathologie. Donc dans un cas normal, qu'est-ce qui va décider ultimement du mouvement? Ce n'est pas tellement le muscle, mais c'est l'articulation. Pourquoi c'est l'articulation? Parce que l'articulation
de par sa mobilité, c'est-à-dire les axes dans lesquels elle peut bouger, l'articulation va faire qu'il y a des mouvements qui sont possibles et d'autres qui sont impossibles. Si on prend un exemple très simple, si vous prenez le genou, nous voyons que ce genou, ce complexe articulaire du genou, pour être plus précis, peut faire des mouvements de flexion-extension, et donc ces mouvements de flexion-extension seront induits par des muscles, on est bien d'accord. Il peut faire aussi des mouvements de rotation interne et de rotation externe. Ces rotations-là seront induites par des muscles, mais la forme de l'articulation fait que le mouvement d'abduction et d'adduction est impossible physiologiquement. Il n'est pas impossible parce qu'il n'y a pas de muscles, parce que si je voulais faire adduction, des muscles tels que la patte doigt me permettraient de faire adduction. Si je voulais faire abduction, des muscles comme le biceps fémoral me permettraient de faire cette abduction. En fait, ce qui se passe, c'est que le muscle se contracte, il tire évidemment dans la direction où il est, et il va donner un mouvement, il va créer un mouvement dans la direction où il est, mais il ne crée ce mouvement que si ce mouvement est possible au niveau de la forme articulaire. C'est pour ça que c'est la forme articulaire qui va décider des mouvements possibles et impossibles pour une grande part. C'est pour ça que quand on fait des techniques thérapeutiques comme kinésithérapie, comme physiothérapie, comme chiropractique, pour ne citer que celle-là, on fait toujours un bilan articulaire avant un bilan musculaire. Parce que vous comprenez bien, si l'articulation ne fonctionne pas, si on prend un cas très simple, si vous avez une arthrose de la hanche qui est très évoluée, vos muscles auront beau être très forts, la hanche ne bougera plus. On comprend bien que donc le mouvement, oui, le muscle va tirer, mais le mouvement ne se fera pas parce que l'articulation n'est pas en bon état. Alors, on voit ici la prédominance du facteur articulaire que l'on peut reconnaître très facilement quand vous regardez l'ensemble du squelette qui est ici présent devant vous, que ce facteur articulaire va donner une possibilité ou déjà une impossibilité pour le muscle de réaliser une action. Alors ceci dit, il faut maintenant relier ce que je suis en train de vous dire au lien que l'on peut faire pour réviser l'anatomie. Eh bien, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous me dites comme ça, à brûle-pourpoint, quels sont tous les muscles ou les muscles principaux qui vont mobiliser la coxo-fémorale, je suis un peu pris de court. Et si je n'ai pas une structure, une méthodologie en anatomie, je risque bien d'en oublier, même si je le sais. Donc je risque d'avoir une performance qui est moins bonne que ma capacité. Ce qui, vous le reconnaîtrez, est frustrant. Alors pour éviter cela, je vais me servir de l'arthrologie. Quand je vais être au niveau de réviser des muscles, plutôt que de les réviser comme ça au hasard, je vais les réviser à partir de l'arthrologie. Je vais me dire, si on reste sur notre exemple de la coxo-fémorale, je vais me dire simplement, cette coxo-fémorale, quels sont les mouvements qui sont possibles à son niveau. Alors je verrai que je peux faire flexion de la hanche, extension de la hanche. Je verrai que je peux faire rotation interne, rotation externe, que je peux faire abduction et adduction. Donc je verrai que sur cet exemple précis, j'ai de la chance, je peux faire tous les mouvements possibles. Puisque je suis un espace à 3 dimensions, le maximum que je peux avoir, c'est 3 degrés de liberté, et je vais avoir donc mes 3 degrés de liberté. Ce que je noterai sur ma feuille, quand je voudrais faire ma révision, voilà les mouvements possibles de la hanche, et puisque j'ai dit que la hanche pouvait faire flexion, je mets une petite flèche en face, et je me dis, là, il faut au moins que je donne le nom d'un muscle. Parce que vous comprenez bien, si le mouvement est possible, il ne va pas se faire par l'opération du Saint-Esprit uniquement. Il va falloir un muscle qui mobilise. Alors ainsi, j'ai mes 6 mouvements de hanche. Je vais mettre en face les 6 noms des muscles principaux. Si je me sens dans une forme exceptionnelle, je pourrais ajouter tous les noms des muscles qui, de façon complémentaire, peuvent être associés à ce mouvement. Mais au moins, le plus important, quand je commence à réviser, c'est de m'assurer que pour toutes les articulations du corps, je suis capable de donner le nom de chacun des muscles principaux pour chacun des mouvements possibles. Ce qui fait que
si je reviens à ma question initiale qui était de savoir quels sont les muscles qui vont au niveau de la hanche, au lieu d'aller dans un feu d'artifice intellectuel pour chercher des muscles dans le désordre, je vais y aller de façon méthodique en me disant, voilà les mouvements possibles. Si ce mouvement est possible, il y a au moins un muscle. Et quand j'aurai fini ma révision de la hanche ou de n'importe quelle partie du corps, je verrai bien que, tiens, sur les 6 mouvements possibles, j'ai donné 5 noms, mais que, par exemple, dans la case rotation interne de la hanche, à ce moment-là, je n'ai pas mis de nom. Voilà une façon de s'auto-évaluer. Ça tombe bien puisqu'on ne peut plus sortir et on ne peut pas rencontrer des gens qui pourraient nous auto-évaluer. Une façon de s'auto-évaluer en se disant, très bien, parce que 5 muscles sur 6, 5 mouvements sur 6, je les gère, je les connais, je les reconnais. Il y a un mouvement, rotation interne, que je ne reconnais pas. Alors à ce moment-là, quand je vais aller prendre mon livre d'anatomie, je n'irai pas à la pêche lire tous les muscles les uns après les autres, ce qui va être fastidieux, mais j'irai chercher mon rotateur interne, j'irai chercher mon petit fessier pour savoir que c'est lui que j'ai complètement oublié. Voyez, ce système de révision va être très utile parce qu'il va vous permettre de retrouver chacun des éléments. Alors je peux faire ça pour la hanche, je peux faire ça pour toutes les articulations du corps. La première chose, je me dis, bien, maintenant on va faire le genou, on va faire la cheville, on va faire le poignet. Quels sont les mouvements possibles? Donc, arthrologie. Je définis quels sont les mouvements possibles et une fois que je les ai définis, à ce moment-là, très facilement, je vois mes lacunes. Alors, pour définir ces mouvements possibles, je vous ai fait un petit récapitulatif, une feuille où vous verrez l'ensemble des articulations que je propose ici et qu'on verra un peu plus tard. Donc cet ensemble, c'est quoi? C'est la classification des articulations. Là aussi, je peux apprendre l'anatomie par cœur et on m'a dit que ma coxofémorale, pour rester avec elle, est une énarthrose et qu'une énarthrose a 3 degrés de liberté et que la coxofémorale, donc à 3 degrés de liberté parce que c'est une énarthrose et que les 3 degrés de liberté, c'est flexion, extension, rotation, abduction, etc. Donc, vous voyez comme c'est fastidieux. Si j'ai compris le principe, pour chaque articulation, je suis capable de dire dans quelle catégorie elle est. Alors, on va très rapidement repasser en vue ces catégories. Et vous retrouverez toute la documentation, et je suis sûr que vous l'avez déjà eu dans votre formation. Et comme ça, en ayant ces différentes catégories, je pourrai à chaque fois, très facilement, me dire, telle articulation appartient à telle catégorie, donc elle fait la même chose, puisque c'est la même catégorie, que telle autre articulation. Ça me permettra non seulement de savoir pour chaque articulation ce qu'elle fait, mais de créer des liens. De s'apercevoir que quand on regardait le squelette, la formation d'un membre supérieur et d'un membre inférieur est la même. Vous avez une énarthrose qui est la coxofémorale, vous avez une énarthrose qui est la gléno-humérale, après vous avez des articulations qui sont condylliennes, le genou, le coude, puis après ça se poursuit avec la cheville et puis le poignet, c'est un peu différent, le poignet est un peu plus mobile que la cheville, mais vous voyez bien que la construction est identique. À ce moment, je fais des liens. À quoi me sert à faire des liens? Bien, si jamais j'ai une petite lacune, ce qui pourrait arriver, en anatomie au niveau du membre supérieur, parce qu'en massothérapie, le membre supérieur, c'est moins important, entre guillemets, que le membre inférieur ou le dos. Mais si j'ai une lacune, je voudrais me rappeler comment fonctionnent un peu les choses au niveau du coude, bien je me dirais que tiens, il y a une analogie avec le genou. Alors en général, ce que je vais pouvoir dire du genou, dans un contexte qu'il faudra adapter bien évidemment, je peux le retrouver au niveau du coude. Et cela peut me permettre de retrouver dans ma mémoire des éléments au niveau du coude que j'avais un peu oubliés. Pourquoi? Parce que j'ai fait des liens. Je n'ai pas juste appris l'anatomie étage par étage, comme un millefeuille où on apprendrait chaque feuille sans faire de lien avec les autres. Donc, ça me permet de faire des liens, me permet de me rappeler quelque chose qui est un peu perdu dans ma mémoire. Donc, si je fais très rapidement les caractéristiques des différentes articulations,
Je vais vous parler ici, en un mot, de chaque type d'articulation, de la moins mobile, pour ne pas dire de l'immobile, à la plus mobile, et puis on fera une petite note particulière pour une articulation particulière. Donc, le premier type d'articulation où je vais avoir une possibilité, ce sont les sutures. Les sutures, ce sont des os, en fait, qui sont reliés, qui ont fusionné entre eux. On pense évidemment aux sutures au niveau des os du crâne. Alors, une fois que ces sutures se sont scindées, se sont regroupées, se sont agglutinées, on va dire qu'il n'y a plus de mouvement possible. Alors, certains vont dire qu'il y a une vibration qui passe, un micro-mouvement. Bon, moi je considérerais qu'au niveau des sutures, il n'y a pas de mouvement. Donc c'est ce qui se passe avec les os du crâne, c'est aussi ce qui se passe au niveau de l'os iliaque, puisque avant d'être un os iliaque, il était un os fait de 3 os différents, l'ischion, l'ilion et le pubis, qui fusionnent l'un avec l'autre, et cette fusion va faire que l'os va devenir définitif, et que donc là, il n'y aura plus d'espace de mouvement. La deuxième catégorie, c'est la catégorie qu'on appelle arthrodie. Dans cette catégorie arthrodie, on va noter des petits mouvements, des mouvements qui vont être d'une amplitude de 2 à 3 mm. Alors vous pouvez penser aux articulations sacro-iliaques, aux articulations intervertébrales, aux certaines articulations du pied et de la main, dont des mouvements sont de 2 à 3 mm. Donc on ne parlera pas de flexion de 2 ou 3 mm, d'extension de 2 ou 3 mm, on va dire que ce sont des mouvements globaux dans différentes directions, de 2-3 mm. Mais ces 2-3 mm ne sont pas une espèce de fantaisie de la nature, surtout si elle est divine. Ces 2-3 mm ont un intérêt très particulier. Si on n'avait pas un intérêt particulier à avoir 2 ou 3 mm, on ne l'aurait pas. Alors pour aller très simplement, comme vous le savez, c'est ces 2-3 mm qui permettent à ma main de s'adapter à la forme du livre ou de l'objet que je veux saisir. Si je n'avais pas ces petits os, je pourrais saisir le livre, mais voyez, je serais très maladroit. Déjà que je ne suis pas très adroit. Les petits os du pied vont me servir à m'adapter au terrain. Quand le terrain n'est pas plat, que je mets les pieds sur une petite roche, ben c'est grâce aux petits os du pied que la structure osseuse, je parle que de la structure osseuse, s'adapte. Donc ces petits millimètres-là sont indispensables. Une dernière chose, est-ce qu'il va y avoir des muscles spécifiques pour bouger ces 2 ou 3 mm? Bien sûr que non, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un muscle pour bouger de 2 ou 3 mm. Dans les mouvements de la vie quotidienne, il y a des muscles, des grands muscles, des petits muscles qui sont à l'entourage de ces arthrodies et qui, en se contractant, vont faire bouger ces arthrodies. Donc, l'effet musculaire sur ces arthrodies est un effet qui est indirect. Je passe à la catégorie supérieure, si on peut dire, les articulations qui sont de type donc trochléenne. Trochléenne, c'est des articulations en forme de poulie, c'est l'astragale au niveau de la cheville. Les articulations trochléennes, à une ou deux exceptions près, ont qu'un seul degré de liberté, et ce seul degré de liberté, c'est flexion-extension. Donc, quand j'ai mon mouvement de flexion-extension, par exemple, la cheville a un seul degré de liberté, c'est flexion-extension. Quand vous lisez quelque part de façon un peu rapide que la cheville fait des mouvements d'inversion et d'éversion, rappelez-vous bien que c'est faux. Le mouvement d'inversion et d'éversion commence dans la sous-astragalienne, on n'est plus donc dans la cheville. Alors, quand quelqu'un va me parler et me dire que sa cheville a tourné vers l'intérieur, l'extérieur, inversion, inversion, je ne vais pas me focaliser spécialement. Si c'est un thérapeute, rappelons-nous, essayons d'être précis. Donc, j'ai là ce mouvement de flexion-extension. Quand je vais faire un mouvement forcé de la cheville, c'est ce qu'on va appeler une entorse. Mon pied est parti vers l'intérieur, et puis ma cheville aussi, et donc je vais faire une entorse. Comme on parlait un peu plus tôt au niveau du genou. Si votre genou est vraiment parti en abduction, c'est que vous avez fait une entorse, soit que vous êtes complètement disloqué le genou, au ski par exemple. Donc dans la trochléenne, elle va faire juste un mouvement, et quand ce mouvement est unique, c'est presque toujours flexion-extension. Nous avons une exception évidemment de pronosupination au niveau du membre supérieur, mais restons sur la règle générale. Donc flexion-extension. Quand j'arrive au niveau trochléenne,
au niveau de la trochlée, je vais, au niveau de la trochlée dans flexion-extension, quand j'arrive au niveau de condylienne, c'est la même chose. Au niveau de condylienne, je vais avoir deux possibilités. Alors, deux possibilités, deux degrés de liberté. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc la condylienne, c'est comme une trochléenne améliorée. Donc, ça veut dire que le premier degré de liberté, ce sera toujours le même, ça sera toujours flexion-extension. Et le deuxième degré de liberté dépendra de l'endroit où je me trouve. Ainsi, on aura au niveau du genou flexion-extension, premier degré de liberté, et deuxième degré de liberté, rotation interne, rotation externe. Donc, si je voulais réviser les muscles, donc au niveau de la myologie, au niveau du genou, vous voyez, c'est un axe par lequel je pourrais aborder la recherche des muscles du genou. Je me dirais, il y a flexion, donc il faut un muscle qui fasse flexion, ischio-jambier au hasard, un muscle qui fasse extension, allons dire quadriceps, puis j'ai dit qu'il y avait rotation interne, donc il me faut un muscle qui va faire rotation interne, pourquoi pas le solaire, aidé par la pale-toile, et puis il y a un muscle qui doit faire rotation externe, un muscle minimum, donc c'est plus le biceps fémoral, plus particulièrement le court-biceps, si on veut être précis. Donc, vous voyez, j'ai défini pour mon genou 4 possibilités de mouvement, et donc j'ai retrouvé les 4 muscles, ou 4 groupes de muscles qui peuvent permettre le mouvement. C'est une façon de réviser, et là encore, si dans la case rotation externe, je ne sais pas quoi écrire, eh bien, je serai dans mon livre, comme je le disais tout à l'heure, je serai dans le livre où aller chercher, et non pas aller fouiller tous les muscles de façon rébarbative du genou. Ici, donc, on est arrivé à condylienne. On arrive à une arthrose, on en a un peu parlé tout à l'heure et je passe donc vite. Une arthrose, c'est une sphère, donc il y a dans le corps 2 sphères complètes à peu près uniques. C'est une au niveau de la coxo-fémorale, de la hanche, et puis une au niveau de la tête humérale. Donc tête humérale, tête fémorale, donc ce sont des énarthroses et ça permet les 3 degrés de liberté dont on avait parlé tout à l'heure. Ainsi, pour chaque articulation du corps, la question importante est de savoir quel type d'articulation j'ai sous les yeux, quel type d'articulation j'étudie, quels sont les mouvements possibles. Ainsi, sur ma feuille, se trouve inscrit de façon très précise la liste des articulations, la liste des mouvements possibles, et donc, comme je vous dis, les flèches et puis les muscles que je vais mettre en face pour répondre à ces questions. Voilà une façon de réviser l'anatomie. Évidemment, il y a des formes d'articulation un peu particulières, et la fameuse cysarcose qui est une articulation de glissement chair contre chair, ou l'articulation sous-deltoïdienne, mais on ne va pas rentrer dans les détails des articulations particulières. Donc, la première chose que je fais, si vous me posez une question des muscles qui sont mobilisateurs pour une partie du corps, la première chose que je fais moi, c'est de me dire, bon, cette partie, quelle est l'articulation, ou quelles sont les articulations, si la zone est un peu plus grande, qui rentrent en jeu, et à ce moment-là, en fonction des articulations, j'écris les mouvements possibles, et j'essaie d'écrire les muscles qui vont. Ce qui fait qu'à la fin, je regarde ma liste, et je suis capable de m'auto-évaluer en disant, voilà, ce que j'aime et ce que j'aime pas. Ainsi, vous pourrez avoir votre liste de muscles délaissés, et quand vous aurez le goût d'aller réviser, alors il est bon pour son ego d'aller réviser surtout les muscles qu'on connaît, ça fait toujours du bien, mais vous savez que vous avez votre petite liste de muscles avec lesquels vous êtes en délicatesse, et à ce moment-là, vous avez intérêt à revoir cela, et vous sentirez vite que vous progressez. N'oubliez pas aussi que lors du massage, quand vous êtes en train de masser, au lieu de penser peut-être à votre toune préférée, vous pouvez vous demander, tiens, je suis en train de passer au niveau du genou et quels sont les muscles du genou. Vous voyez, je fais de l'actif intellectuel en même temps que je fais mon massage qui est un peu plus manuel, un peu plus routinier des fois. Alors ici, c'est comme ça qu'en synésiologie, donc dans beaucoup d'universités, on approche l'étude des muscles. En se disant, on va étudier les articulations, toutes les composantes autour, on va étudier la neurologie et on va se retrouver au niveau des muscles. Alors ici, je vous présente un petit tableau. Qu'est-ce que nous dit ce petit tableau récapitulatif? Donc, rien que vous ne connaissez déjà, on prend un muscle
Et puis le muscle, on va le classifier. La classification s'élève de l'autant, de l'origine du muscle, la terminaison du muscle qui correspond. Ce que ça me dit, c'est que je peux donc rentrer dans le tableau que vous voyez ici, je peux rentrer dans la première colonne, c'est-à-dire apprendre par cœur l'anatomie sans comprendre spécialement. Alors on me dit tel muscle, il part de là et il s'arrête là. Ah. Alors j'apprends ça par cœur, et comme j'apprends ça par cœur pour tous les muscles, ça devient long et pénible. Ou je peux me servir de cette liste en disant, oui, je vais apprendre où il commence, où il finit, mais je n'ai pas besoin d'apprendre la troisième colonne. La troisième colonne me dit l'action du muscle. Un muscle, pour faire une action, pour faire et non pas pour contrôler, pour faire une action, va se contracter, diminuer de longueur, ou au moins faire une contraction statique. En diminuant de longueur, le muscle va rapprocher les insertions vers lui. Ainsi, si je prends l'exemple très simple du biceps, quand mon biceps se contracte, mon coude se fléchit. Pourquoi? Parce que mon avant-bras est tiré vers mon bras sous l'action du biceps, parce que le biceps est en avant. Si je voulais faire un mouvement d'extension, ici, contre-pesanteur, mon mouvement serait tiré par l'arrière, et c'est un muscle qui se situe obligatoirement à l'arrière. Donc à partir du moment où j'ai dit que mon biceps était à l'avant, la seule chose qu'il peut faire, c'est un mouvement vers l'avant. Et quand je regarde le coude, un mouvement vers l'avant, c'est flexion du coude. À ce moment-là, vous voyez que l'action, je ne l'apprends pas par cœur. Je la déduis de ce que j'ai dû apprendre par cœur, les deux premières colonnes, où est-ce qu'il commence, où est-ce qu'il finit, et son action, notamment son action principale, mais aussi son action secondaire, elle va découler exactement de sa position. Si le muscle est un peu en travers, comme le couturier, vous savez, ou sartorius, vous savez qu'il va faire une action combinée. Pourquoi? Parce que, étant en travers, il ne peut pas faire une action droite. Le sartorius ne pourra jamais faire une flexion de hanche droite. Il la fera toujours avec une composante de rotation externe et d'abduction. Mais au lieu de retenir par cœur que le sartorius, il fait toujours une flexion avec rotation externe et abduction, je retiens par cœur abduction, adduction, je ne sais plus, etc., montrant que je n'ai pas compris. Donc, je me rappelle le trajet. Le trajet me dit qu'il est en travers. Et finalement, comme on l'a dit brièvement dans la première partie, les muscles, pour pouvoir fonctionner, ont besoin aussi de recevoir un influx nerveux. Donc, sans rentrer dans le détail, c'est les fameux nerfs, le nerf sciatique et tous les nerfs que vous pouvez connaître. Alors là aussi, vous pouvez apprendre par cœur quels sont les muscles, pour chaque muscle, quel est son nerf. J'apprends par cœur que, tiens, les ischio-jambiers, c'est nerf sciatique. J'apprends par cœur que le triceps sural, c'est nerf sciatique. Donc, ça va être long. Si je comprends le principe d'anatomie, le nerf, c'est finalement un fil électrique. Souvenez-vous ce qu'on disait au début. Au début, on disait que les bâtiments ont été construits sur le même principe. Le système électrique, c'est une copie du système neurologique humain. Donc, si mon fil électrique, il passe là, si mon fil électrique, il passe, mon sciatique, mon fil passe au niveau du nerf, du muscle ischio-jambien en arrière, il est facile de comprendre que, puisque le fil électrique, il est là et que le muscle, il est là, à votre avis, le muscle, il va prendre quel fil? Il va prendre le fil qui est là. Parce que s'il veut prendre un autre fil électrique, il faudrait tirer un fil, traverser toute la pièce, et des spécialistes en bâtiment, dont des plombiers merveilleux que je connais, vous diraient que c'est hyper compliqué de faire traverser un fil à travers tous les murs quand on a une prise de courant qui est à 10 cm. Donc c'est le même principe quand j'apprends les nerfs, je me dis, si le nerf physiquement il passe là et qu'il y a un muscle qui est là, automatiquement je le mets avec. Alors une façon de réviser, on a vu au début les façons différentes de réviser, les livres à colorier, etc. Une façon de réviser, ce serait de se dire, plutôt que de prendre les nerfs, plutôt que de les réviser par articulation, comme je vous l'ai suggéré, je pourrais aussi les réviser à partir du trajet nerveux. Je prendrai tous les nerfs du corps, nerf médian, nerf radial, nerf cubital, et en faisant, un chemin faisant, je me dirais, tiens, le nerf est là, alors quel est le muscle qui est là? Et c'est là aussi une façon de retrouver les muscles. C'est un peu plus difficile dans la mesure où rien ne me dit que je n'aurais pas oublié un muscle qui dépend du nerf dont je parle. Tandis que pour les articulations, à mon avis, encore une fois, c'est plus simple. Et pour les articulations, vous pouvez chaque fois définir les mouvements possibles et donc ça vous oblige à trouver un muscle. Évidemment, ça vous oblige à trouver le nerf. C'est pour ça que je préfère cette possibilité, mais une façon de jouer, ce serait une façon de jouer que de partir à partir des nerfs pour retrouver les muscles.
Alors pour terminer ce petit survol rapide, je vais vous mettre dans la vidéo et puis dans les documents annexes, et je confie ça aux spécialistes qui sont derrière la caméra, parce que ça c'est pas du tout mon affaire, je vais vous donner la liste de toutes les articulations du corps, comme vous le voyez, et pour chacune des articulations du corps, je vous proposerai la liste des mouvements possibles, et je vous proposerai à côté de marquer le nom, je vous ai marqué le nom des muscles principaux qui font le mouvement. Ainsi sera répertorié toutes les articulations, tous les mouvements possibles et tous les muscles qui le font. Et à partir de là, vous pourrez lire cette liste qui ne fait que 2 pages, parce que, évidemment, je n'ai pas mis tous les muscles du corps, j'ai mis que les principaux, mais sur 2 pages, vous avez à peu près tous les muscles principaux du corps pour chacun des niveaux du corps, et ça vous permettra de faire une révision et de voir en lisant ces 2 pages simplement quels sont les muscles que vous auriez trouvés facilement, quels sont ceux pour lesquels vous avez plus de mal, et vous pouvez déjà vous faire 2 listes, ceux que je maîtrise et ceux que je maîtrise moins bien, et puis les oubliés dont le nom ne me dit pas grand-chose. Ainsi, je ferai une révision d'anatomie par méthodologie, et cette méthodologie, elle sera spécifique à moi, spécifique à mon besoin, puisque par l'auto-évaluation des muscles que je n'aurais pas pu donner, je sais pertinemment quels sont mes points forts, et je m'en félicite, et quels sont mes points faibles à travailler. Ainsi, quand je me retrouve dans mon livre d'anatomie, je ne pars plus à la pêche, je pars à la recherche de muscles qui me posent certains problèmes. Alors voilà, c'était un peu ce que je voulais vous dire entre ce temps de confinement, de Covid, où nous sommes enfermés chez nous. Et voilà une belle activité. Et puis on peut faire cette belle activité interactive grâce à tous les moyens que l'on connaît, pour faire qu'avec d'autres, vous pouvez partager cela comme une émission de jeu. Alors tout ça va être mis en ligne grâce à l'école de massage à Fleur de Pau, qui vous invite à les consulter, d'où que vous veniez. Et si vous avez des questions, ne manquez pas de les poser sur l'adresse courriel de l'école qui vous sera fournie, et j'y répondrai. Alors s'il n'y en a pas beaucoup, je répondrai à chacune, ou je demanderai à mon ami Patrick Clanet, qui est l'autre professeur d'anatomie, de m'aider à répondre s'il y en a un peu trop. S'il y en a vraiment trop, peut-être qu'on récupérera l'ensemble de ces questions et qu'on fera, si le confinement dure, une 2e émission, si je peux dire, où nous essaierons éventuellement de répondre à vos questions. Alors toute question, toute suggestion, toute information, vous pouvez aller les poser, et nous reviendrons à partir de l'école de massage à Fleur de Pau. J'en termine là. Je vous souhaite une bonne révision en santé. Alors s'il vous plaît, respectez les consignes. Je vais prochainement mettre en ligne quelque chose qui va nous dire la méthodologie de fonctionnement, le mode d'emploi si jamais vous devez vous retrouver à l'hôpital, parce que vous avez vu qu'en ces temps difficiles, on se sent un peu craintif. Mais j'espère que vous n'aurez pas besoin d'aller à l'hôpital si vous respectez les consignes. J'espère que vous passerez du temps de qualité en révisant ce qui nous est cher à tous, l'anatomie. Merci à tous de votre écoute, et au plaisir de vous reparler ou de vous voir en personne.